Bonjour à tous, c'est avec regret que je me vois contraint de me plonger dans les déclarations de M. Finkielkraut à nouveau. Subjugué que je suis, comme vous l'êtes peut-être, par la suffisance avec laquelle il étale son mépris au visage du monde entier qui ne lui a pourtant rien demandé. Non content de tenir en public des propos scandaleux et schématiques, expliquant le monde comme le fracas binaire de deux camps clairement définis, les sionistes ou les nazis sanguinaires, non content encore de n'être pas poursuivi pour cela en justice, au titre d'insultes graves, publiques, de diffamation et de calomnie, contre la masse disparate de ses contradicteurs, dont il insinue, donc à demi-mot, même pas à demi-mot, mais clairement, qu'ils nourriraient tous, donc vous et moi y compris, une coupable sympathie pour Adolf Hitler et pour l'Holocauste, non content d'être quasiment un meuble de plateau télé, tant il est omniprésent sur les talk-shows culturels, malgré l'inconsistance navrante de ses démonstrations, non content que jamais personne n'ait la cruauté de le confronter à un débatteur sérieux qui soit disposé à le remettre à sa juste place, non content de tout cela, M. Finkielkraut a encore des doléances et peste encore contre ce monde peuplé d'imbéciles et d'insolents qui s'imaginent pouvoir se passer de ces fulgurances philosophiques. Ou, pire encore, s'exprimer à sa place, et à la place des penseurs officiels et autoproclamés dont il n'est qu'un spécimen des plus aboutis. La tignasse hirsute et le sourcil éternellement coléreux, une expression de mépris et de rage mêlée, constamment rivée sur son visage, ne se relâche que pour marquer l'ennui profond qu'il éprouve quand sur un plateau télévisé il n'a pas ou plus la parole et se voit obligé d'endurer la parole de quelqu'un d'autre. Il y aurait beaucoup à dire de M. Finkielkraut, notamment quant à ses opinions politiques. On peut le dire réactionnaire, voire obscurantiste dans son approche de nombreux sujets. Sur l'éducation nationale, par exemple, on n'entend pas cet ancien élève du prestigieux lycée Henri IV se scandaliser des massives suppressions de postes qui privent les enfants d'un encadrement suffisant pour ne pas encourir la violence et l'échec scolaire dans de trop nombreux cas. Non, on ne l'entend pas se scandaliser de ce processus de destruction de l'éducation nationale, mais on l'entend par contre conspuer des instituteurs archétypiques qui se font chier sur la tête, selon lui, par 68 hardismes aggravés et chroniques. On le voit souvent ferrailler contre le fait qu'on apprenne à penser aux enfants, arguant qu'il faut plutôt leur apprendre à apprendre et à reconnaître l'autorité. C'est là la clé, la pierre angulaire de toute la réflexion de ce penseur nerveux qu'on pourrait définir à la seule lumière de son aveugle soutien aux pires exactions du gouvernement israélien, ce qui serait à mon sens réducteur, puisque cette propension au soutien de l'État israélien ne s'inscrit que dans une propension générale au soutien du plus fort. C'est ce qui se vérifie dans la majeure partie de ces déclarations. Pour ma part, je trouve M. Alain Finkielkraut aussi bêtement belliqueux et improductif quand il défend Israël que quand il défend le pouvoir en place ou la caste des philosophes marquis qui se maintiennent avec lui malgré l'injustice intolérable qui préside au fait que tant d'inutiles vivent des existences de privilégiés usurpant le pouvoir ou la richesse, la renommée intellectuelle ou le talent dont le peuple est de moins en moins dupe. Tout comme, malgré ses déclarations de principe, M. Finkielkraut n'aura jamais un mot contre une action sanglante perpétrée par le gouvernement, donc qu'il soutient avec tant d'énergie, jamais un mot non plus contre les salaires obscènes des grands patrons. Mais il tombe à bras raccourcis sur les footballeurs qui osent exprimer par exemple leur aversion pour le président de la République, scandalisés par le toupet de ces anciens pauvres de vouloir mordre encore la main du maître. Mais nous reviendrons aux considérations footballistiques de ce penseur étrange. Pour l'instant, penchons-nous sur ce tabou indépassable de M. Finkielkraut, mordre la main du maître. Voilà le vrai problème avec ce penseur de la soumission. Il prend constamment la posture de l'iconoclaste, du vaillant pourfendeur de la pensée commune, rejoignant dans sa conception de celle-ci les vues zémouriennes, sitôt qu'il s'agit de vilipender banlieusards, musulmans ou manifestants. Si,
À l'ère du sarkozysme débridé, la posture devient habituelle. Il est toujours déroutant de les voir endosser leur costume de penseurs courageux face à la doxa, quand l'essentiel de leur position à tout propos fait penser aux éructations définitives de Papy Casse-Couille à la fin du repas le dimanche. Vous savez, le vieux pénible qui ne pige plus trop un monde qu'il ne comprenait déjà pas au départ, mais qui reste convaincu qu'il a raison contre tous ces petits cons parce qu'il crie plus fort que les autres. Papy Casse-Couille, on le contredit pas. Parce que on sait que le cerveau ne suit plus trop, que ça tourne en boucle là-dedans et qu'on va s'épuiser à donner des arguments rationnels pour tenter de convaincre une chaise. Sur les plateaux, c'est un phénomène similaire que nous observons. M. Finkielkraut ne débat pas, ne démontre pas. Il assène, il flagelle ses interlocuteurs avec des vieilleries que chacun fait semblant de vouloir prendre pour des raisonnements. Le point commun de toutes ces déclarations est cette paradoxale posture de brise-glace d'une pensée unique supposée, toujours au service de la défense féroce des classes supérieures contre le peuple. Le philosophe de l'ordre établi appelle pensée unique non pas les thèses défendues par les médias politiques et castes supérieures et imposées aux masses, mais au contraire donne ce nom à la colère massive des masses contre ces heureux privilégiés dès lors qu'elle devient suffisamment consistante pour les mettre en danger. M. Finkielkraut, inéluctablement, défend ses semblables qui ne savent que trop bien que leur pouvoir politique ou leur poids intellectuel est infondé et fragile, et à quel point la fin de cette mascarade leur serait préjudiciable. Car confusément ils en ont conscience. Ces énergumènes inutiles et inconséquents ne pourraient maintenir leur statut social dans la société réelle, qu'ils ne connaissent pas, mais sur laquelle ils dissertent savamment en permanence. Incapables et inadaptés, pas même convaincants dans les rôles de philosophes qu'ils se sont inventés, ils font étalage de leurs limites intellectuelles et de leur inaptitude probable à toute vie sociale. C'est certainement un processus de refoulement, de dénégation de leur propre imposture, qui pousse les philosophes de la soumission à jeter leurs arguments poussifs et grotesques dans la défense des puissants. Ils cherchent à se convaincre de leur importance et du bien fondé de leur statut, à repousser encore un peu plus l'inéluctable moment de leur démystification. Quel poste pourrait-il occuper? Quelle tâche serait-il capable d'accomplir? De quoi vivrait-il? Avec leur coiffure d'hurluberlu, de clowns électrocutés. Dans ce monde étrange, un névropathe sur 100 000 est en mesure de se prétendre penseur reconnu, qui traite la majorité de la population mondiale de nazis, un autre tense le président de bombarder un pays quelconque, et encore un autre nous prescrit des puces sous-cutanées sur LCP tous les mois, et tout le monde les applaudit. On comprend qu'ils le défendent, ce monde qui les paye non seulement à ne rien foutre, mais qui les félicite à chaque fois qu'ils vont au pot en pensant penser. Ils ne veulent pas que cesse cette période enchantée où l'univers entier se réunit autour de leurs étrons, puisque vous employez le terme, pour vous applaudir ou se tenir le menton en essayant, tel le penseur de Rodin, de percer l'insondable mystère du paix cérébral que vous venez de produire. Angoissés qu'ils sont à l'idée d'être un jour non plus traités avec les égards dus à une notoriété usurpée, mais simplement jugés et rémunérés à hauteur de l'intérêt que suscitent leurs différentes déclarations auprès du public, absolument pas désireux de n'avoir qu'à compter sur la vente de leurs ouvrages pour subsister, ces personnes s'agitent en tous sens, froncent les sourcils et remuent leurs mèches en espérant discréditer la parole qui s'élève des tréfonds du pays, celle des pulls à sueur qui s'imaginent pouvoir disserter comme eux sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, tout comme eux. Eh bien, il y a plusieurs dangers, effectivement, à l'émergence d'une expression populaire massive et bruyante. En effet, ces guignols ont beaucoup à perdre dans l'émergence de cette opinion publique, car en effet, que les anonymes qui s'expriment soient d'accord avec eux ou pas, ils contribueront à la démystification totale et définitive, donc, de ces hurluberlus. Car en effet,
si le gros bébert du PMU devait s'exprimer sur les questions ethno-sociales en France, eh bien, les effets de manche et l'éloquence en moins, l'expression de son opinion ne différerait pas du tout de celle de M. Zemmour ou de M. Finkielkraut. Ainsi, même les gens allant dans le sens de leurs propos, s'ils s'exprimaient sur Internet, s'exprimeraient en tant que crétins à qui ces propos parlent encore. Effectivement, la terreur des Arabes, de l'islamisation rampante de la société, la véritable paranoïa d'un prétendu racisme anti-blanc qui bien entendu existe, mais qui ne ferme jusqu'à preuve du contraire pas les portes des discothèques, qui ne vous prive pas d'avoir des réponses même négatives à vos demandes d'un emploi, qui n'ont pas fait l'objet de la démonstration du fait que les agences immobilières refusaient de louer ou de faire visiter des appartements à des couples de blancs. Jusqu'à preuve du contraire, cela ne s'est pas fait, Monsieur Finkielkraut. Eh bien, figurez-vous que le gros bébert du PMU et le chauve du Front National sont tout à fait d'accord avec vous. Mais il se trouve que peut-être le gros Robert du PMU et le petit skin du Front National, eh bien, en plus des Arabes qui vous font peur et qui lui font peur, ont également peur des Juifs. Donc, il est intéressant de voir que vos propos sont parfois repris sur le site de F de souche français de souche, des personnes qui sont, comme vous, très attachées aux questions ethno-sociales. Je vous propose une petite pause pour étayer un petit peu mon propos quant à ceux de M. Finkielkraut et consorts. Donc nous allons nous régaler d'un petit florilège de fulgurances intellectuelles. Vous allez voir ce monsieur, là, tel un athlète, prendre de l'élan et sauter les deux pieds en avant pour enfoncer des portes déjà grandes ouvertes par n'importe quel poivreau dans n'importe quel PMU dès lors que quelqu'un a la mauvaise idée de lui poser une question d'actualité ou de société. Allez, régalons-nous, prenez une bassine en cas de haut le cœur, ou alors une balle anti-stress, essayez de ne pas taper dans les murs, c'est chiant, il faut refaire du plâtre, vous faites des trous, donc voilà, mordez une cuillère, faites comme moi, prenez sur vous et écoutez Monsieur Finkielkraut. Un philosophe pour parler de football, c'est dire où on en est. Comment avez-vous vécu l'épisode de la mutinerie d'hier ? Écoutez, j'hésite devant ce grand naufrage entre le rire et les larmes. Carrément. Voilà encore une citation parlante. Le simple fait que vous manquiez à ce point de recul sur une question aussi triviale, aussi dérisoire, le simple fait que vous nous expliquiez que vous soyez au bord des larmes, ou en tout cas entre le rire et les larmes, c'est dire où on en est, eh bien nous informe à propos du manque de recul inexplicable qui est le vôtre quant à des problèmes aussi éloignés de ce que nous croyons être les axes de réflexion d'un philosophe. Et personnellement, je ne ferai pas cadeau du beau mot de mutinerie pour qualifier le putsch débile de voyous milliardaires, de voyous milliardaires, de voyous, de voyous, de voyous. Nous apprenons atterrés et pas forcément étonnés que Nicolas Anelka a commis vis-à-vis de son entraîneur une agression verbale d'une vulgarité inouïe, c'est-à-dire que nous avons la preuve effarante que l'équipe de France n'est pas une équipe, que c'est une bande de voyous qui ne connaît qu'une seule morale, celle de la mafia. Ah, ça suffit, je vais vomir, parce que franchement, vous avez vu, quand on est noir ou arabe et qu'on dit et qu'on insulte quelqu'un, on est un voyou, de la racaille, on est vraiment le pur produit de la banlieue, ce qu'il y a de pire dans la société, comme si tout le monde était poli. Et de quoi on parle? La mafia? Mais vous savez ce que c'est la mafia? Quand vous dites que c'est une équipe de voyous, est-ce que vous avez un extrait de leur casier judiciaire à chacun pour pouvoir affirmer que ces gens se sont rendus responsables de quelques actes de délinquance ou d'actes criminels que ce soit, alors que vous vous permettez de les traiter de voyous, de délinquants, de racailles et de mafieux. Mais vous êtes fou ou quoi? Vous vous prenez pour qui? Vous rendez-vous compte, monsieur le philosophe, que ça, c'est de la calomnie et qu'à la lumière, justement, des lumières qui vous sont si chères, vous n'avez pas le droit
de les présumer coupables d'actes dont ils ne sont même pas accusés. L'un d'entre eux s'est rendu coupable de grossièreté verbale, c'est vrai, et vous vous permettez, de par la couleur de leur peau qui ne vous plaît pas, de considérer qu'il s'agit ici de la simple démonstration du fait que ce sont des racailles. Que vous vous rendez compte de l'inconsistance de ces affirmations quand on se prétend philosophe. Voilà, vous avez remarqué le philosophe du PMU, ce qu'il dit quand il y a un problème avec l'équipe de France, que c'est l'esprit des cités qui prend le pas sur l'esprit de la cité. Donc, eh bien, monsieur Finkielkraut, est-il envisageable pour vous d'avancer l'idée selon laquelle la vulgarité, l'impolitesse et le manque d'éducation a été importé en France par les vagues migratoires donc, qui ont amené en France donc, des citoyens maghrébins et d'origine africaine. Vous qui nous parlez si souvent d'angélisme, ne faites-vous pas vous-même preuve d'un angélisme certain quant aux qualités inhérentes de politesse de la race blanche, monsieur Finkielkraut? Est-ce que c'est un président des cités, un président noir ou d'origine arabe? Est-ce un président musulman? Est-ce un président rappeur? Voilà, je confonds tout, comme vous le faites. Qui a traité l'un de ses concitoyens pour la première fois dans l'histoire de la République française de pauvre con? Casse-toi, pauvre con. Y a-t-il fallu attendre Anelka pour avoir ce genre de propos dans la bouche du plus haut représentant de l'État? Donc comme nous le voyons, M. Finkielkraut ne prend pas énormément de recul. C'est un intellectuel qui est au bord des larmes pour du football. C'est donc un euphémisme de dire que les raisonnements de M. Finkielkraut ne nous éblouissent pas par le recul dont ils font la démonstration. Monsieur Finkielkraut, c'est donc la faute des Arabes si le langage français peut parfois dévier vers le vulgaire. Et malgré la stupidité de ce genre de raisonnement, monsieur Finkielkraut peste contre Internet dont il va nous parler. Qu'est-ce que c'est Internet? C'est un grand défouloir, en tout cas. C'est une immense poubelle, et dans les poubelles, qui sont des espaces très accueillants, il peut y avoir des trésors, mais j'ai tendance, moi, à pointer les inconvénients parce que précisément tout le monde s'extasie devant ce magnifique objet qui nous permet de nous exprimer. Donc Internet est une poubelle, monsieur Finkielkraut, j'en suis bien d'accord avec vous. C'est une poubelle dont vous nous expliquez que l'on peut y trouver aussi bien des trésors que des saloperies. Eh bien, cela fait déjà une très bonne raison pour nous de préférer évoluer dans la poubelle d'Internet que dans celle de la télévision, dans la mesure où la poubelle de la télévision recèle, à mon sens, beaucoup plus d'ordures et de très rares trésors, donc, qui nous sont mis sous les yeux. Monsieur Finkielkraut, vous évoquez le fait que les poubelles sont parfois des espaces très accueillants. Eh bien, en cela, je suis d'accord avec vous, puisque je vous trouve effectivement très bien reçu à la télévision. Mais en tant que philosophe de la soumission, votre aversion pour cet instrument d'expression populaire est totalement compréhensible. Comme je le disais, les andouilles qui s'exprimeront sur Internet pour y déverser leur haine, leur communautarisme échevelé, vous rejoindront dans vos conclusions et démontreront d'une certaine façon, en tombant d'accord avec vous, par exemple sur les cités et les Arabes et tous ces problèmes qui vous terrorisent, monsieur, eh bien, ils prouveront déjà le peu de profondeur de vos vues. De plus, il y a fort à parier que vous rencontrerez sur Internet des anonymes, des non-diplômés, des soi-disant non qualifiés, qui, je ne parle pas de ce que je fais en ce moment, mais de l'éventualité que vous vous fassiez démonter vos raisonnements par un concitoyen qui sera peut-être garagiste, boucher, chômeur ou femme au foyer. Donc, monsieur Finkielkraut, vous avez tout à perdre dans le fait que nous nous exprimions maintenant librement. Et vous ne nous en empêcherez pas, car il nous est devenu parfaitement insupportable de vous voir à longueur d'année sur les plateaux télévisés autorisés à parler sur le
ton que vous employez à vos interlocuteurs à insulter l'intelligence de vos contradicteurs sans que personne ne vienne un moment ou un autre vous mettre en face de votre inanité de débatteur. Car monsieur, vous n'avez à la bouche que des évidences et des platitudes ou des arguments qui relèvent du sophisme le plus abouti. D'abord, il y a une qualité dont cette révolte de la jeunesse ne pourra pas se prévaloir, c'est l'anticonformisme. Le premier problème de la jeunesse, en fait, c'est qu'elle n'a pas de vis-à-vis. Quand on peut dire qu'une lutte de lycéens est exemplaire, quelque chose se passe. Le XXe siècle, c'est le siècle qui nous a appris que ce n'est pas aux enfants de faire de la politique. L'enfant politique, ça ne veut rien dire. Un lycéen ou un collégien ne peut pas, par définition, mener une lutte exemplaire. C'est vrai, il y a des chercheurs qui, quand on leur chie sur la tête, eh bien, photographient les étrons en disant on va les étudier parce que c'est la beauté du mouvement social. Il y a une angoisse aujourd'hui dans la jeunesse liée à la réalité de quoi? Du désastre scolaire, si vous voulez, où en effet les enfants et les adolescents ne sont confrontés à rien et comparés à personne, et où de l'égale dignité des individus ont conclu à l'égal génie de chacun. Et qu'est-ce que cela fait, ça? Cela fait que, tout d'un coup, le réel fait irruption. Et le réel, ce n'est pas ça. Le réel, c'est une condition incarnée. C'est le fait d'avoir à faire ses preuves, d'avoir à se dépasser. C'est difficile et on n'en veut pas. C'est difficile et on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on a entendu? Un emploi stable pour tous. Un emploi stable pour tous. Cela, si vous voulez, c'est émouvant, c'est pathétique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande le retrait du réel, l'abrogation du réel, ou qu'on dit plutôt, monsieur le réel, encore une minute de cette douce illusion. Voilà qui étaye encore notre thèse. Alain Finkielkraut, théoricien de la soumission, philosophe de l'ordre établi. Votre aversion pour les révoltes estudiantines, qui ne sont pourtant pas entachées d'incivilité de quelque nature que ce soit, qui ne mettent en scène que de jeunes individus de 18 à 30 ans parfois, comme Rémi Julliard présentement en face de vous, que vous appelez un enfant, et vous assénez sur la tête de ces jeunes personnes que ce n'est pas aux enfants de faire la révolution. Mais de qui est-ce donc le rôle de faire la révolution? Est-ce le rôle de monsieur Alain Finkielkraut? Est-ce que monsieur Alain Finkielkraut, sous n'importe quel régime, aurait fait une révolution quelconque? Non mais l'imaginez-vous le moindre instant. Il aurait secoué sa mèche pour faire la révolution, il aurait froncé ses gros sourcils broussailleux et fait des moulinets avec ses bras pour faire la révolution. Car monsieur Finkielkraut, recommençons à vous citer. Vous nous expliquez donc que ce que nous demandent les étudiants, ce n'est pas que l'on ne leur applique pas un régime de défaveur spécial qui permette de les licencier pendant 3 ans, quel que soit leur niveau d'implication professionnelle, quel que soit leur travail. Non, vous nous expliquez que ces jeunes personnes qui vivent encore dans un monde enchanté, protégés par papa, maman, comme si vous-même, monsieur, aviez fait vos brillantes études en ramassant de la ferraille rouillée pour la vendre au kilo et amasser centime par centime de quoi vous les payez. Monsieur, personne ne croit à cela, tant et si bien que vous n'osez même pas le prétendre. Eh bien, selon vous, ces personnes nous demandent d'abroger le réel, ou en tout cas de ne pas laisser le réel détruire leur petit monde. Ces gens ne veulent pas d'efforts, ils ne veulent pas le réel, ils en ont peur et ils n'aiment pas ça. Monsieur, inconsciemment, je pense que c'est votre propre procès que vous faites pour l'instant. Vous êtes votre propre procureur lors de cette phrase, mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est vous, monsieur, qui avez peur de ce monde qui remet brusquement en cause l'autorité injustifiable de guignols tels que ceux qui peuplent les plateaux télévisés et la vie politique française. Vous avez tous réellement peur de ne pas pouvoir maintenir cette place et vous-même d'avoir à vous frotter au réel auquel vous promettez vos compétences en tant que travailleur. Quand on peut dire qu'une lutte de lycéens est exemplaire, quelque chose se passe. Le XXe siècle, c'est le siècle qui nous a appris que ce n'est pas aux enfants
de faire de la politique. L'enfant politique, ça ne veut rien dire. Un lycéen ou un collégien ne peut pas, par définition, mener une lutte exemplaire. Alors à partir de quel âge, monsieur Finkielkraut, est-on autorisé à faire cette révolution? À partir de quel âge est-on autorisé, accrédité à donner son avis et à prendre en main sa propre existence? Monsieur Finkielkraut, faut-il attendre d'avoir 50 ans? Et doit-on donc avoir été éduqué simplement à apprendre, à accepter l'autorité sans jamais la remettre en question, à accepter les règles sans jamais les intérioriser et sans démontrer à soi-même la justification et la profonde nécessité? Et peut-on alors, du jour au lendemain, après une existence entièrement vouée à l'apprentissage de la soumission, nous nous retrouverions, par un claquement de doigts, par un coup de baguette magique, un être humain absolument fondé, cette fois, à agir sur le monde autour de lui, ce monde qu'il aurait patiemment appris à accepter en se taisant pendant 50 ans. Eh bien, ça n'a pas de sens. La meilleure preuve, monsieur, c'est que cette pédagogie doctrinale dont vous nous faites l'article pour nous convaincre que cela vaut mieux qu'une pédagogie plus ouverte et progressiste, eh bien, ne vous a pas amené, monsieur, à faire la révolution un jour. Quelle prise de position dangereuse avez-vous déjà pris? Avez-vous déjà eu un seul mot pour les peuples bombardés par les États-Unis d'Amérique? Un seul mot pour les personnes de l'autre côté du mur à Gaza? Avez-vous déjà eu un seul mot contre le pouvoir en place? Un seul mot pour les ouvriers licenciés? Un seul mot pour les jeunes de banlieue? Un seul mot pour qui que ce soit de faible? Eh bien, je ne le crois pas, monsieur. En tout cas, je n'en ai pas souvenir. Recherchez vos propos sur Internet ne nous donne pas le loisir de vérifier ce fait. Monsieur, vous êtes un philosophe de la soumission. Vous n'êtes que le chantre de l'ordre établi. Et le réel, ce n'est pas ça. Le réel, c'est une condition incarnée. C'est le fait d'avoir à faire ses preuves, d'avoir à se dépasser. C'est difficile et on n'en veut pas. Donc, vous parlez de gens qui ne veulent pas faire leurs preuves, mais quelles preuves avez-vous tous fait dans le réel, messieurs les philosopheux des beaux quartiers, messieurs qui nous appelaient à voir la réalité en face? Avez-vous jamais passé un entretien d'embauche de votre vie? Arrêtez un petit peu de vous foutre de nous. Ne nous parlez pas comme à des enfants. Vous n'êtes pas nos papa, nous avons des pères qui nous ont éduqués, qui ont fait de nous des hommes libres et des hommes forts. Nous savons penser malgré le fait que vous ne sachiez pas et que vous nous soyez montrés comme l'exemple du penseur moderne. Nous sommes consternés, nous sommes ahuris, ébahis, stupéfaits par tant de bêtises. Je le dis à longueur de temps et maintenant je le dis sur Internet parce que convaincant ou pas convaincant, que l'on me trouve con, que l'on me trouve prétentieux d'oser me mettre à votre niveau pour oser discuter avec vous, ce n'est pas de la prétention selon moi. Selon moi, ce n'est pas me hisser que de me mettre à votre niveau. Tout au contraire, monsieur Finkielkraut, vous aussi faites vos preuves, parce que décidément, il ne m'a jamais été offert de croiser un seul amoureux de la littérature ou de la philosophie qui ait eu l'idée saugrenue de me citer une seule de vos phrases, un seul de vos raisonnements, une seule de vos théories. Vos éructations ne sont pas des idées, monsieur Finkielkraut, car elles ont à la fois la vulgarité des propos de comptoir et elles ont à la fois l'arrogance aristocratique de tous les barons, de tous les marquis de cet ordre injuste qui fait marcher le monde dans un sens si détestable.